Vendredi 18 septembre 2020, il est 20 h sur la chaîne africaine de télévision. Voici le sommaire de cette édition. Au Burkina Faso, 3 volontaires pour la défense de la patrie ont été assassinés dans la localité de Nagré, dans l'est du pays. L'assassinat de ces 3 hommes a créé une atmosphère surchauffée. Ce jeudi, les populations du village en colère se sont même rendues au gouvernorat de la région de l'Est. Que voulait-il réellement? Retour sur cet événement dans un instant. Pour juger les auteurs de crimes perpétrés dans l'Est de la République démocratique du Congo, l'Union européenne plaide pour la création d'un tribunal pénal international. Un plaidoyer émis par le Congolais Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix. Ce tribunal devrait aussi se pencher sur les cas avérés de violation des droits de l'homme remontant avant 2002. Les explications dans votre journal. Et puis, une unité d'égrainage du coton sera bientôt opérationnelle au Burkina Faso, implantée dans la ville de Tenkodogo, dans le centre-est du pays. Le ministre du Commerce et de l'Industrie était dans la ville hier pour s'enquérir de l'évolution des travaux. Faire du Burkina Faso un leader de la production du coton en Afrique est le souhait du gouvernement à travers ses investissements. Le témoignage de nos reporters dans ce 20 h. Bonsoir à toutes et à tous. Les esprits se sont surchauffés au village de Nagré dans la journée d'hier jeudi. Nagré, c'est dans l'est du Burkina Faso. La raison de cet état de fait, la mort de 3 VDP, entendez donc volontaires pour la défense de la patrie, originaire du dit village. Un drame qui a poussé les populations locales à monter au gouvernorat de la région de l'Est dans la ville de Fadangoma. Retour sur les faits avec Gilles Dasda. Très remontée, une foule s'invite dans les locaux du gouvernorat de la région de l'Est. Ce sont des habitants du village de Nagré, situé dans la partie est du pays. Et avec eux, ils amènent 3 corps, des dépouilles, des volontaires pour la défense de la patrie, tués lors d'une attaque terroriste hier jeudi. Des fils du village tombés les armes à la main. Sur place, au gouvernorat, les représentants du village sont reçus par le premier responsable. Après quelques instants d'échange, le gouverneur, le colonel Toussaint Sanou, donne des précisions à notre confrère, l'AIB. Ils ont précisé qu'ils ne sont pas venus protester contre les autorités administratives. Ils voulaient nous montrer ce qu'ils endurent au quotidien. Puis le gouverneur de préciser: nous les avons appelés au calme parce qu'ils se préparaient à attaquer le village duquel seraient venus les assaillants. Je leur ai demandé de véhiculer le message de l'apaisement auprès des jeunes. Depuis plusieurs mois, la région de l'Est est en proie à des attaques terroristes à répétition. En décembre dernier déjà, le village de Nagré avait subi une série d'attaques terroristes. Les assassinats et pillages de récoltes avaient alors poussé des dizaines d'habitants à fuir la localité pour rejoindre la ville de Fadangourma, située à 35 km plus loin. La question sécuritaire au Burkina Faso, Samba Touré, jeune burkinabé, l'aborde également, mais sous la forme cinématographique. Massiba, le mal d'un peuple, c'est un film documentaire. Le cinéaste veut donc montrer à la face du monde, à travers ce film, le vécu quotidien de ces populations et leur capacité de résilience. Et cela se fait à travers des témoignages et des faits des victimes. L'avant-première de Massiba, le mal d'un peuple, c'était hier jeudi donc à Ouagadougou, la synthèse avec Amadou Diko et Achille Ouedraogo. Massiba, le mal du peuple, un film documentaire qui montre les réalités du vécu des habitants des zones d'insécurité. Ce documentaire qui donne la parole aux victimes d'attaques terroristes décrit des écoles fermées, le manque d'eau potable, le récit des citoyens victimes d'insécurité et de stigmatisation. Une idée du réalisateur Samba Touré qui a parcouru les régions du Burkina Faso en proie à la crise sécuritaire. L'idée ici est de montrer à la face du monde le vécu des populations de ces zones et leur capacité de résilience. Bon, à travers ce film, d'abord, le message que je voulais passer, c'est la résilience. Voilà, c'est la résilience parce que j'ai été motivé par la résilience pour pouvoir faire le film. Voilà, c'est le courage qu'on prend pour pouvoir faire face souvent à tous ces maux-là.
Donc pour moi, c'est d'abord dire à tous les Burkinabés, à tous ceux qui vont sur le film-là, bon voilà, c'est arrivé, on n'a pas le choix, mais là maintenant, il faut savoir quand même s'y tenir, c'est-à-dire être résilient, et ne pas aussi se laisser carrément aller dans le même sens que ceux qui veulent vraiment nous apporter du mal. Voilà, s'ils veulent nous apporter du mal, il faut qu'on essaie de voir. C'est ce que aussi j'ai essayé de faire dans le film. C'est-à-dire, je n'ai pas montré tout de suite la violence. Je me suis dit, bon voilà, ils ont choisi la violence, nous on va choisir autre chose. Une initiative pilotée par le projet Jeunes Ambassadeurs, un projet qui s'est inscrit dans cette dynamique de renforcement de capacité des jeunes. C'est un projet qui cherche à renforcer la résilience des jeunes, à s'accaparer de la culture, le cinéma, le théâtre, les médias sociaux, les espaces culturels, la musique, pour résister à l'avancée terroriste et pour s'exprimer, surtout pour donner leur point de vue, pour capter la réalité avec les téléphones, pour raconter leur histoire, parce que la question de la sécurité, ce n'est pas seulement qu'une question militaire. Natif du Gorom Gorom dans le Sahel burkinabé, Samba Touré espère utiliser tous les canaux possibles pour faire vivre cette œuvre à tous les Burkinabés afin que règne la paix et la cohésion dans le Faso. Là où il y a l'insécurité, intervient forcément la violence et le Parlement européen propose la création d'un tribunal pénal international pour juger les auteurs de crimes perpétrés dans l'Est de la République démocratique du Congo, un TPI qui va prendre en compte aussi les cas avérés de violation des droits de l'homme remontant avant 2002 en RDC. La demande est adressée aux Nations Unies. Ce plaidoyer a été d'abord émis par Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix en 2018. Le Parlement de l'Union européenne invite les eurodéputés à maintenir les sanctions à l'encontre des auteurs de violences et de violations des droits de l'homme en RDC et demande l'extension de ces sanctions aux auteurs des crimes cités dans le rapport des Nations Unies au projet Mapping. Au gouvernement de la RDC, le Parlement demande de réexaminer les travaux de sa précédente commission pour la vérité et la réconciliation et d'y soutenir pleinement la demande adressée par le président Tshisekedi à son gouvernement en vue, bien sûr, de la mise en place des mécanismes de justice transitionnelle qui jugerait les crimes les plus graves. Et puis, justement, dans le même temps, l'Union européenne déplore les violences et affrontements survenus ces dernières semaines en Côte d'Ivoire qui ont fait plusieurs victimes. L'Union européenne, justement, rappelle le gouvernement Ouattara au respect des libertés publiques, notamment le droit pour chaque citoyen de manifester pacifiquement dans le cadre prévu par la loi sans être inquiété et d'exprimer des opinions politiques sans être arrêté ou emprisonné. L'UE interpelle aussi Abidjan à garantir un processus électoral impartial, transparent, inclusif et équitable, important l'adhésion de tous les citoyens. Quelques heures après sa fuite facilitée par un groupe de femmes armées, il a été arrêté hier soir avec 5 de ses complices. Il s'agit du colonel Abdoulaye Ahmad. Nous sommes bien sûr au Tchad. L'officier de l'armée tchadienne a été condamné ce même jeudi à 5 ans de prison ferme par la justice pour meurtre et peu après le verdict, il avait été extirpé du palais de justice de N'Djamena. Figurez-vous, il a donc été extirpé par des femmes armées, on le disait, et c'est le ministre tchadien de la Justice qui a fait cette annonce de que nous avons été alertés de l'évasion. Les services de sécurité ont été mobilisés et des recherches lancées. Le colonel et ses complices ont été arrêtés avant de s'éloigner de N'Djamena, a-t-il précisé. Mais justement, d'où est partie sa condamnation? Eh bien, le 14 juillet dernier, une altercation entre le colonel et des mécaniciens dans un marché de pièces automobiles à N'Djamena, la capitale tchadienne, avait dégénéré en violence et l'officier, on parle bien sûr du colonel, avait alors tiré à bout portant sur le mécanicien, provoquant ainsi la mort. Ils sont 4 jeunes âgés de 17 à 21 ans, tous élèves et étudiants domiciliés à Saba, en banlieue est de Ouagadougou, au Burkina Faso. Ces jeunes gens que vous allez justement voir étaient passés maîtres dans l'escroquerie via les réseaux sociaux, notamment Facebook. Leur mode opératoire consistait à créer de faux profils Facebook et de proposer des articles en vente pour ensuite faire main basse, j'allais dire, sur l'argent que leurs victimes
leur envoyés par transfert électronique. Ils sont désormais sous les grappins des éléments de la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. Ces faux commerçants associés ont été présentés à la presse à Ouagadougou. On voit la suite avec Constantin Sieda et Linda Sarah Kaboré. La première plainte contre ces individus a été reçue au cours du mois de mai. Et depuis lors, la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité a commencé à suivre ces cybercriminels, tous étudiants et élèves âgés de 17 à 21 ans, domiciliés à Saba. Ils se faisaient passer pour des tenanciers de boutiques de vente d'articles en ligne avec des offres très alléchantes. Ils collectent des photos d'articles de certains commerces ou des photos de personnes ayant des profils Facebook pour la création de leurs faux profils et de leurs fausses pages aussi en question. Donc les victimes envoyaient de l'argent via les moyens de paiement électroniques que nous avons au niveau du Burkina Faso. Et ensuite, ils demandaient aussi à ces victimes de faire suivre une copie de leur CNV pour pouvoir facturer. Bon, pour pouvoir rassurer en fait la victime que c'est une entreprise vraiment viable. Et là, les victimes ils faisaient des paiements par moyen de transaction, ils envoyaient une copie de la CNB, mais en retour, ils ne recevaient rien du tout, parce qu'on leur permettait de faire la livraison par les moyens de transport qui sont connus au niveau du Burkina Faso. Et en contrepartie, ces gens exécutaient, les victimes exécutaient leur part de marché, mais les cybercriminels récupéraient les gains et ça se terminait qu'à ce niveau. L'utilisation des cartes d'identité égarées de tierces personnes n'ont pas facilité l'enquête. Toutes les traces laissées par ces cybercriminels données à des personnes victimes. Néanmoins, les investigations sur les activités du réseau ont permis de découvrir. La gestion de ces faux profils, donc c'est-à-dire qu'ils ont pris les comptes, des noms, avec les copies des CNV de leurs clients, ils ont créé des comptes Facebook à leur nom. Donc nous avons le premier nom, c'était Zongo Edmond, Zongo Rachid, Sawadro Herman, Kaboré Mariam, Ouedrago Adama, Kaboré Karim, Ouedrago Abdoulaye. En plus de ces noms, ils ont créé des pages. Il faut savoir que pour créer une page, la page doit être associée forcément à un compte. Donc les comptes sont créés au nom de ces individus et derrière ça, ils créent des pages. Et il y a 8 pages qu'ils avaient créées pour vendre leurs services. Le premier, c'est Faso Chaises, où ils vendent des chaises à des prix vraiment assez intéressants, comme quoi ce sont des articles qui sont venus de l'Europe. Service en vrac, là, c'est comme le nom l'indique. Burkina électronique, où ils mettaient l'accent sur les effets électroménagers à des prix vraiment assez intéressants. Et Zomaf Service, Roi du plastique, où on mettait l'accent sur les articles liés au plastique. Faso Business Market, Faso divers services et Multicom.bf. Donc voici les 8 entreprises fictives en question qu'ils ont créées en ligne. Et derrière ces entreprises fictives, en fait, le contenu était pris à travers des vraies pages des commerçants qui existaient. Donc ils faisaient des tours, ils prenaient des images de certains commerçants qui vendaient des articles et ils alimentaient leurs pages à travers cela. Daniel Tapsoba a égaré sa CNIB et depuis, les coups de fil fusaient de partout pour des renseignements sur un fameux compte de transfert d'argent. Il raconte sa mésaventure. Ils ont utilisé ma CNB pour pouvoir payer des puces Orange Money. Donc c'est là-bas que les gens font leur dépôt. Bon, heureusement qu'à l'arrière, là, c'est en cas à prévenir, là, c'est les références de madame qui est là-bas. Donc il y a d'autres personnes qui appellent pour se renseigner d'abord avant de faire leur dépôt. Mais il y a d'autres aussi qui font leur dépôt. Après avoir ne pas avoir, avoir leur marchandise maintenant, ils appellent le numéro là pour savoir. Pour finir, il y a un ami qui m'a parlé de cette unité-là. Donc je suis allé expliquer mon affaire. Et enfin, maintenant, j'ai l'argent. L'enquête a permis de saisir divers matériels dont des cartes d'identité, des cartes SIM, des cartes Visa, un ordinateur portable, des téléphones portables et une moto de plus de 2 millions de francs CFA. La Brigade centrale de lutte contre la criminalité appelle une fois de plus à la collaboration pour endiguer le phénomène de la cybercriminalité au Burkina. N'hésitez pas à dénoncer tout cas suspect en appelant le 71 07 59 37 ou écrit sur l'adresse cybercrime@sécurité.gov.bf. Voilà, et puis retenez désormais ce nom aussi, Mohamed Hussein Roble. C'est le nom du nouveau Premier ministre de la Somalie
Il a été nommé par le président somalien Mohamed Abdullahi Mohamed ce jeudi. Mohamed Hussein Roble est un nouveau venu dans la vie politique. Il remplace Hassan Ali Haïl qui a été limogé en juillet après un bras de fer avec le président Abdullahi. Le nouveau premier ministre donc, somalien a 57 ans. Un ingénieur civil qui a fait ses études en Suède. Hussein Roble sera chargé de diriger le pays pendant la durée restante du mandat du président actuel de la Somalie. Lors de son annonce télévisée, le président somalien a demandé à son nouveau chef de gouvernement de faire des efforts significatifs pour consolider les acquis en matière de sécurité, reconstruire les forces armées et bien sûr développer les infrastructures. Le gouvernement burkinabé, dans ses investissements, mise sur l'industrialisation de la filière coton. Dans les mois à venir, sortira définitivement de terre une unité d'égrainage de coton. L'unité est implantée à Tenkodogo, dans le centre-est du pays. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat était sur le site pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. À terme, avec ces investissements, c'est de faire du Burkina Faso un leader de production de coton en Afrique. Ilyas Kaboré et Bassirou Sawadogo. Aruna Kaboré est allé visiter ce jeudi les travaux de construction de l'unité de grainage de coton de Tenkodogo. Mais avant, le ministre visite un champ de coton dans le village de Nagaré, à 15 km de la ville. Il vient s'enquérir ici de l'état de la matière première en production. Après la visite de ce champ de coton en phase de maturation, Aruna Kaboré est convaincu que les objectifs en matière de kilogrammes par hectare peuvent être atteints. Le point qui nous a été fait par Faso Coton, c'est que sur les 46 000 hectares qui sont prévus donc, en termes d'emblavage, ils ont fait 42 000. Donc c'est un pourcentage assez intéressant. Si nous avons donc le maintien du rythme pluviométrique et si nous avons des rendements prévus, nous avons des rendements que nous pensons en tout cas autour donc, de 750-800 en termes donc, de kilogrammes de production par hectare. On pense que c'est un objectif qu'on peut atteindre. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous visitons, nous nous rassurons que les itinéraires techniques sont respectés et que l'ensemble des recommandations qui sont faites par le ministère de l'Agriculture, par la recherche, sont des choses qui sont respectées sur le terrain pour que nous puissions atteindre les objectifs. Seconde étape de la tournée, la visite du chantier de construction de l'unité de grainage de coton. Sur une superficie de 30 hectares, l'unité compte plusieurs compartiments. Les premiers essais de coton sont prévus pour fin mars 2021. Le lot numéro 1 qui consiste pour les petites habitations est pratiquement terminé. Vers le 15 octobre, on fera la réception. En ce qui concerne l'usine proprement dite et les grands bâtiments, ateliers, hangars intrants et produits chimiques, on pense pouvoir finir début janvier. Couvert, fini et réceptionné. L'usine, on espère aussi fin janvier, elle devrait être terminée, mais les outillages à l'intérieur seront déjà au début de la pause. En fait, pour être bref, on s'est fixé le 31 mars pour faire les essais de coton. Et je pense qu'on arrivera à tenir la date à, je dirais, plus 15, moins 15, mais ça devrait marcher. La capacité de l'usine à terme pourra passer à 45 000 tonnes par an selon le directeur des opérations. Cette capacité est avec 2 lignes d'égrenage de 35 000 tonnes par an sur 5 mois d'égrenage. Bon, avec possibilité à terme d'ajouter une 3e ligne qui pourra passer à environ 10 000 tonnes de plus par année. L'état d'avancement des travaux est satisfaisant et le ministre pense déjà à la suite de la chaîne car pour lui, le Burkina Faso doit être leader africain dans la filière cotonnière. La petite information que je voulais vous donner, c'est qu'à la fin de l'usine produit à la fois donc, la fibre de coton pour exporter, mais aussi de la graine de coton. Donc la prochaine ambition, après les travaux ici, c'est d'implanter une unité d'huilerie pour pouvoir effectivement compléter la chaîne avec des produits dérivés donc, du coton. Et tout ceci, c'est le secteur privé qui est en train donc, de faire des projets autour et toutes les autres initiatives vont donc pouvoir bénéficier. Et comme nous sommes dans une logique définitive d'aller vers donc, de la confection, à chaque fois, il y a suffisamment de l'espace ici pour faire un cluster, c'est-à-dire un parc industriel qui développe tout ce qui est autour. Et je pense que c'est une très bonne chose qui se profile à l'horizon. Il était bon qu'après le lancement, on vienne voir avec vous quelle est la réalité du terrain. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est parti pour qu'on tienne les délais. De l'usine aux hangars intrants et produits chimiques, en passant par les petites habitations et les bureaux,
Toutes les infrastructures en construction ont été visitées par le ministre Kaboré. Les équipements pour faire fonctionner l'unité sont déjà commandés et la réception est prévue pour la fin de cette année. Tous les citoyens exerçant un métier doivent payer des taxes ou, si vous voulez, des impôts pour que l'argent collecté serve au développement d'un pays. Eh bien, ça, c'est l'idéal. Mais au Burkina Faso, il y a le phénomène du flux financier illicite, une pratique qui enrhume les efforts du gouvernement visant à renflouer son assiette fiscale. Et le Centre de recherche appliquée en finances publiques veut aider à rétablir cette injustice fiscale. Le CRA-FP a organisé un atelier d'échange dans ce sens avec les OSC hier jeudi. Découvrez la suite dans ce compte rendu. De nombreux pays africains continuent de perdre énormément de ressources dues à l'érosion de l'assiette fiscale. Ces pertes s'expliquent en grande partie par les flux financiers illicites. Et ces flux illicites se définissent simplement comme étant de l'argent acquis, transféré ou utilisé en violant des lois qui s'y rapportent. Dans certains cas, ces capitaux sont acquis illégalement, par exemple la criminalité organisée, les activités de blanchiment, le trafic de drogue, le détournement de fonds, le financement du terrorisme et la corruption active. Ces sommes peuvent avoir été acquises légalement, mais sont sorties du pays illégalement pour contrevenir au contrôle d'échange ou au contrôle douanier. À travers cette rencontre d'échange sur les dépenses fiscales, le Centre d'études et de recherche appliquées en finances publiques veut amener les États à travailler, à déployer d'importants efforts pour une mobilisation optimale des ressources qui lui sont propres. Les dépenses fiscales font partie des outils du gouvernement et, dans certains cas, peuvent constituer un moyen efficace de fournir des mesures incitatives pour les citoyens et les sociétés en vue de booster un secteur d'activité économique ou d'améliorer l'accès des populations à un bien ou à un service donné. Parlant des dépenses fiscales, il arrive que des classes particulières de contribuables bénéficient des allègements fiscaux et cela crée un manque à gagner, suscitant ainsi une injustice fiscale. Il faut le dénoncer auprès des gouvernants et le corriger. En cela, les OSC sont associés dans ce combat. Cette activité est portée donc par la plateforme donc des organisations de la société civile sur donc, les dépenses fiscales et les flux financiers illicites, dans le cadre donc de promouvoir la justice fiscale. Cette organisation, voilà, qui est une organisation citoyenne qui travaille donc à interpeller donc le gouvernement pour qu'il y ait beaucoup plus de justice fiscale, beaucoup plus d'équité dans la répartition donc, des ressources publiques. Donc c'est pour cela, effectivement, cette organisation est là. Des recommandations pertinentes sont attendues à l'issue de ce cadre de réflexion axé sur la justice fiscale, sous-entendu ici par la mise en place d'un système fiscal qui est assis sur les capacités participatives de tous les contribuables pour le développement des activités socio-économiques d'un pays. Je vous emmène maintenant au Ghana pour terminer ce journal. Le père Joseph Adou Owusu Adjeman, un prêtre catholique, dépose sa soutane et enfile désormais la toge. Le père Joseph est entré dans l'histoire de la justice du Ghana. Il figure parmi les 16 juges de la Cour suprême qui ont été installés le mercredi dernier par le président Nana Akufo-Addo. Avant sa nomination, le père Adou était le curé de la paroisse Toussaint de Santassi, Fankwenebra, et responsable au service juridique de l'archidiocèse catholique de Koumassi. Il était avocat avant d'être ordonné prêtre le 14 juillet 2007. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Passez une excellente soirée.